Et on parle maintenant de musique en compagnie de Stéphane Rougeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Deezer. Alors évidemment, tout le monde connaît Deezer. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Deezer. Et à côté, il y a des mastodontes. Il y a Spotify, il y a Apple Music, il y a Amazon. Qu'est-ce qui fait la singularité de Deezer ? Donc nous, on existe depuis une quinzaine d'années. En fait, on a été la première plateforme qui a streamé quelques mois avant Spotify. Bon, depuis, les choses ont pas mal changé dans l'ensemble de l'industrie. Mais il y a une chose qui est fondamentale pour nous, c'est innover, lancer des fonctionnalités et innover à la fois pour les utilisateurs, pour qu'ils aient la meilleure expérience possible de musique, parce que c'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils s'abonnent à une plateforme comme Deezer, et innover aussi pour les artistes et pour l'ensemble de l'industrie, parce que finalement, ce que des plateformes comme Deezer permettent, c'est justement à travers ces fonctionnalités de connecter les auditeurs, les fans, ceux qui adorent la musique, avec les artistes qu'ils aiment. Alors historiquement et depuis le début, principalement à travers le catalogue et puis les titres qui sont disponibles, mais de plus en plus à travers de nouvelles fonctionnalités. Et à chaque fois qu'on peut innover pour permettre ce lien entre les artistes et les fans, finalement on remplit notre fonction et c'est quelque chose d'assez spécifique à Deezer. C'est quoi justement ces fonctionnalités ? Parce que moi, basiquement, je me dis ok, c'est une appli de streaming, je lance ma musique et basta. C'est quoi ces fonctionnalités qui permettent cette interaction aujourd'hui ? Alors, d'abord, les fonctionnalités de départ et les fonctionnalités de base qui existent et qui ont été renforcées depuis 15 ans, c'est vraiment les fonctionnalités qui vous permettent d'accéder à la musique que vous aimez. Mais en fonction de votre profil, parce qu'on a chacun une manière de vivre la musique différemment, ça peut être soit de rester dans la musique que vous aimez, et puis de vous la ramener, parce que finalement on écoute des titres il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mêmes. Oui, mais parfois aussi il y a des titres qu'on écoutait il y a 3-4 ans, puis qu'on n'écoute plus, et puis que de temps en temps on aime bien pouvoir réécouter, sauf qu'on n'y pense plus. Et donc les algorithmes qu'on a, ils nous permettent justement en fonction de ce que vous écoutez ou de ce que vous avez écouté, de vous reproposer, et puis derrière, si vous souhaitez vous ouvrir vers des nouveaux titres, vers des nouveaux artistes, de vous permettre de découvrir. Et donc, la première chose qui est fondamentale justement dans ces plateformes-là et dans ce que nous on fait en termes d'innovation, c'est à travers les algorithmes et puis à travers toutes les fonctionnalités qu'on a, de vous permettre finalement de à la fois aller vers les musiques que vous aimez ou que vous aimiez, et puis d'aller découvrir de nouvelles musiques et de nouveaux artistes, si c'est ce que vous souhaitez. Bon. Donc ça, on l'a fait avec Flow Mood, qui vous permet, en fonction de votre humeur, justement, d'avoir une sorte de radio personnalisée infinie sur des titres que vous aimez, puis bientôt, on va faire un Flow Mood où ça permettra d'aller vers plus de découvertes, ou au contraire de rester dans vos zones de confort avec un peu moins de découvertes. Voilà, donc on va s'adapter en fonction des besoins et des souhaits de chaque utilisateur. Et après, on est en train de rajouter tout un tas d'expériences. Vous avez probablement vu en décembre, on a lancé Blind Test. Donc Blind Test, alors il n'y a pas de lien direct avec les artistes, mais là encore, on sait très bien que dans l'interaction et l'engagement avec la plateforme, qui nous permettent, nous derrière, d'être encore plus personnels dans ce qu'on peut proposer à l'utilisateur sur ses choix musicaux, ce sont des fonctionnalités qui nous permettent d'être encore meilleurs et encore plus adaptés aux besoins de chacun. Et après, on a fait du live streaming et on va continuer à faire du live streaming. Et puis encore, voilà, on a un certain nombre d'autres fonctionnalités. On a fait les lyrics. Donc on a été les premiers à lancer justement les paroles. Et on a lancé il y a un peu plus d'1 an la traduction des paroles. Et on voit aujourd'hui, par exemple, les lyrics, c'est une des fonctionnalités. Il y a 45% de nos utilisateurs qui, tous les mois, vont regarder les paroles et vont lire les paroles des titres qu'ils écoutent, parce qu'ils ont besoin de comprendre le sens, parce que finalement, la musique a ce pouvoir, qui n'est pas uniquement un pouvoir d'écoute, mais un pouvoir d'émotion, et puis un pouvoir aussi d'expression. Et à travers la musique que j'aime, j'exprime qui je suis, et aussi j'exprime les communautés auxquelles j'appartiens ou auxquelles je veux appartenir. Donc c'est l'ensemble de ça qu'on permet de faire, et de le faire à la fois pour chacun, mais aussi de plus en plus de manière partagée, soit dans des communautés de fans, soit partagées également avec les artistes. Vous exprimez très bien, sans le dire, que c'est quand même une entreprise très technologique. Donc évidemment, j'imagine que ça nécessite beaucoup d'investissement, tous ces développements. Comment vous monétisez votre audience aujourd'hui, hormis le fait des abonnements ? Donc, nous, aujourd'hui, on est concentré sur l'abonnement. On a un canal d'acquisition gratuit, mais notre objectif, c'est que finalement, ceux qui utilisent Deezer de manière gratuite avec de la publicité basculent sur de l'abonnement, parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités et il y a la véritable expérience. Donc ça a été historiquement la façon dont Deezer s'est développé. On a aujourd'hui quasiment 10 millions d'abonnés. À la fois 3,5 millions en France et puis le reste dans plein de pays dans le monde. Et jusqu'à présent, l'essentiel de la monétisation pour toutes les plateformes de streaming a été fait à travers l'abonnement mensuel. Tout à fait. Et avec en plus un abonnement qui, jusqu'à l'année dernière, était au même prix qu'au moment du lancement,
en 2007 ou en 2008, puisqu'il était resté à 9,99 € ou 9,99 $. Ce qui veut dire en termes réels, évidemment, que le coût de la musique et la valeur de la musique avaient baissé, puisqu'en 15 ans, ça n'avait pas bougé. Donc nous, on a été les premiers, il y a 1 an, à remonter le prix de l'abonnement d'€1. Alors c'est aussi parce que derrière, il y avait une qualité haute fidélité. Et aujourd'hui, l'abonnement est à 10,99 € et on a bien vu l'ensemble des acteurs du secteur, en tout cas Apple, Amazon et dans pas mal de territoires Spotify, ont remonté également leur prix de 1 €. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est finalement de commencer à rajouter des expériences et des fonctionnalités qui ont de la valeur pour les artistes parce qu'elles leur permettent de partager plus et d'avoir plus d'expérience et plus de connexion avec les fans qui les intéressent. Et puis pour les fans, d'accéder à des choses qu'ils n'auraient pas par ailleurs, mais pour les artistes qui les intéressent. Et donc, on l'a vu avec le live streaming et on va le faire avec d'autres choses. Il peut y avoir du merchandising, il peut y avoir du ticketing, il peut y avoir tout un tas d'autres fonctionnalités où cette fois-ci, on pourra les monétiser et ça rapportera de l'argent à la fois à l'artiste et puis à l'ensemble de l'industrie, mais au-delà simplement d'un abonnement qui vous permet d'avoir accès à 90 millions de titres, qui est vraiment l'abonnement générique. Donc voilà, on est en train de travailler sur toutes ces dimensions-là, ce qui permettra de continuer à augmenter notre ARPU, et surtout de proposer à nos utilisateurs des expériences qui sont des expériences uniques, qui sont des expériences beaucoup plus valorisées et en plus spécifiques à ce qu'ils recherchent, plutôt quelque chose de générique pour tout le monde. Vous parlez beaucoup des artistes. Toujours la question, c'est la rémunération des artistes. Et je crois que vous avez engagé une réflexion sur ce sujet avec Universal Music. Où en est cette réflexion aujourd'hui? Est-ce que vous avez des pistes qui avancent? Donc nous, ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on essaye de faire évoluer le modèle de rémunération des artistes. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend des labels. Donc nous, je vous rappelle, on reverse en gros quasiment 70% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand un abonné paye 10,99 € et qu'on enlève les taxes, nous, on reverse 70% de ça aux ayants droit. Soit les labels, soit les publishers. Donc ça, c'est reversé à l'industrie. La question de la rémunération des artistes, c'est quelque chose qui est décidé par les labels ou par les publishers. Nous, on leur fournit la data sur les streams et c'est eux qui décident de la façon dont c'est fait. Depuis quelques années, on pousse un modèle qui s'appelle UCPS, qui est de dire on va plutôt faire une rémunération en fonction de ce que chaque consommateur a écouté, plutôt que de mutualiser. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à pousser ce modèle. Il y a des réflexions qui ont eu lieu chez les labels et notamment chez UMG, qui est d'avoir un modèle de rémunération qui est plus artiste-centrique, c'est-à-dire d'éliminer et de ne pas rémunérer le contenu qui ne vient pas des artistes. On sait très bien que sur les plateformes, de plus en plus, avec soit l'intelligence artificielle, soit tout un tas de technologies, il y a des bots qui poussent des streams. Il y a de la fraude avec des streams qui ne correspondent pas à de la musique. Il y a du contenu qui n'est pas du contenu musical. Et tout ça, c'est des streams qui, derrière, vont capturer une partie de l'abonnement et vont le reverser, finalement, à des personnes ou à des sociétés qui ne représentent ou qui ne sont pas des artistes. Donc, le modèle de rémunération artiste-centrique sur lequel on est en train de travailler avec Universal et avec d'autres, c'est un modèle qui permettra d'éviter qu'une partie de l'abonnement soit reversée à ce type de contenu et que l'essentiel, ou quasiment tout l'abonnement, aille vraiment rémunérer les artistes. Et en fait, on peut combiner le modèle artiste-centrique et puis le modèle user-centrique, qui était celui dont je parlais un petit peu avant. Et je pense que dans les mois qui viennent, une fois qu'on aura bien avancé dans ces discussions-là, les labels pourront, eux, faire évoluer le mode de rémunération et nous, on sera tout à fait capable de leur fournir toutes les données permettant de faire ça. Il y a un autre sujet qui est en cours de réflexion, c'est le rapport sénatorial qui préconise de taxer les plateformes de streaming. C'est une réflexion qui revient régulièrement pour financer la musique française. Quelle est la position de Deezer aujourd'hui sur ce sujet ? Donc nous, on était ravis qu'il y ait une mission qui puisse permettre de voir un petit peu quelle était la situation de la création musicale en France, et puis du CNM, et puis quel était la meilleure mode de financement. Après, je ne vous cache pas évidemment qu'on a été extrêmement déçus de voir le résultat, puisque la recommandation de taxer les services de streaming. Finalement, les services de streaming aujourd'hui, c'est le moteur de la croissance dans l'ensemble de l'industrie et des revenus générés par l'industrie. Et on a une industrie qui, pendant des années, finalement, a eu une décroissance de son chiffre d'affaires et qui, depuis maintenant 4 ou 5 ans, est en croissance. Et le moteur de cette croissance, c'est le streaming. Donc, commencer à taxer le streaming, c'est sûr que c'est affecter le moteur de croissance. La deuxième chose, c'est que, finalement, le streaming, nous, comme je vous disais, on reverse 70% de l'abonnement aux ayants droit. Et finalement, c'est nous qui contribuons le plus aujourd'hui à la rémunération et à la création musicale, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, de rajouter encore une taxe là-dessus à ceux qui contribuent le plus, on trouve que ça fait absolument aucun sens. Et puis la dernière chose, c'est que
les sociétés de streaming comme nous, ce sont des sociétés assez récentes. On est des sociétés dont le modèle économique est encore fragile, parce qu'on a beaucoup investi en termes de technologie. On investit beaucoup en termes de marketing pour permettre justement la diffusion et la pénétration du streaming. Et donc on se retrouve avec des sociétés, et même une société comme Spotify, qui est beaucoup plus grosse que nous, est à la limite et pas encore complètement profitable. Et nous, en ce qui nous concerne, on n'est pas encore profitable. On a une ambition de l'être en 2025, mais on n'est pas encore profitable. Et rajouter une taxe à une société qui est fragile, c'est évidemment pour nous pas du tout la bonne chose à faire. Surtout si on dit que derrière ces plateformes de streaming, c'est des éléments fondamentaux en termes de souveraineté numérique, en termes de souveraineté culturelle. Et aller taxer des plateformes comme Deezer, évidemment, c'est absolument pour nous la voie à suivre. Vous parlez de votre business model et de la rentabilité dont l'objectif est fixé en 2025. Quelle va être votre stratégie justement pour atteindre cette rentabilité ? Donc, on a défini ce plan il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. On a une stratégie qui est basée sur 2 choses. Premièrement, d'abord, on se concentre sur la musique. Oui. On a tout un tas d'autres plateformes qui, pour attirer les auditeurs ou les abonnés, vont aller développer d'autres types de contenus. Nous, on se concentre complètement sur la musique. Et on se développe en France avec une croissance de notre base d'abonnés. On est très content de la croissance qu'on a en France. Et on se développe à l'étranger avec un modèle B2B, où on est capable d'apporter justement ce service de souscription à des partenaires. Donc historiquement, on a fait ça avec des opérateurs téléphoniques. On a commencé en France avec Orange, et puis maintenant on le fait avec un certain nombre d'autres. Et on le fait aussi à l'étranger. On a lancé le service RTL Musique avec RTL, et c'est Deezer qui fournit l'ensemble de la plateforme et évidemment l'ensemble du catalogue. On a annoncé, et on aura peut-être l'occasion d'en parler justement, un accord aussi avec Sonos pour pouvoir intégrer Deezer et le service de streaming de Deezer à l'intérieur de Sonos. Donc Sonos, ce sont du matériel ici, du hardware. Voilà, mais en réalité, aux États-Unis surtout. Alors aux États-Unis, mais en fait, ça sera dans tous les pays où il y a du matériel Sonos qui est vendu. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, pour que la musique par streaming puisse pénétrer de plus en plus le marché, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a un peu plus de 500 millions d'abonnés, alors que le potentiel de pénétration dans le monde, il est plutôt de plusieurs milliards. Et donc, il faut aller chercher ces abonnés, et on peut aller les chercher aussi en rentrant et en allant les chercher dans différents segments et dans différentes industries, à travers du hardware, puisque si on intègre un service de streaming dans un équipement audio, il y a d'autant plus de possibilités qu'il soit utilisé. Ça peut être dans le transport et dans la voiture, puisqu'au fur et à mesure, les voitures qui deviennent des hubs d'entertainment, si on intègre un service de streaming dans la voiture, on peut apporter une valeur supplémentaire à l'utilisateur dans sa voiture plutôt qu'il aille utiliser son compte historique. Et puis ça sera le cas dans un train également. C'est le cas évidemment dans des groupes de médias qui intègrent différents types de contenus comme RTL. Et pour nous, la raison pour laquelle c'est un axe stratégique important, c'est que, ça nous permet de pénétrer des marchés dans lesquels notre marque n'est pas suffisamment importante et pas suffisamment présente et reconnue aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on n'a pas du tout la même reconnaissance de marque que peut avoir un Spotify. Et en plus, on n'a pas du tout l'écosystème qu'ont créé un Apple Music, un Amazon Music, un Google Music. Et donc, nous, on se bat avec une arme différente qui est finalement, on sait exactement s'intégrer avec d'autres partenaires. Et en s'intégrant avec d'autres partenaires, en fait, on bénéficie de leur marque, on bénéficie de leur marketing et on bénéficie de leur base d'utilisateurs. Et donc, on peut réduire nos coûts marketing pour acquérir ces clients. Et on les acquiert et on partage la valeur avec le partenaire. Et ça nous permet de croître avec des conditions économiques qui sont bien plus favorables. On est les seuls à faire ça. Et on est capable de le dupliquer. Et c'est notre stratégie dans un certain nombre de pays pour pouvoir croître notre chiffre d'affaires et de façon économiquement viable. Et effectivement atteindre la profitabilité en 2025. Un dernier mot autour de votre entrée en bourse, qui remonte un peu maintenant, mais qui était l'année dernière, le 6 juillet dernier. J'ai regardé hier, le titre perd 40%, je crois, sur 6 mois. Est-ce que vous regrettez le choix d'avoir été en bourse, et est-ce que vous vous dites peut-être qu'il serait temps à un moment ou à un autre d'en sortir déjà ? Non, alors on se dit absolument pas ça. D'abord, cette combinaison avec le SPAC, elle correspondait à la fois à un objectif de levée de fonds. Tout à fait. Et on a été extrêmement heureux de lever 140 millions d'euros en 2022, qui était une année compliquée. Donc ça montre bien qu'il y avait un appétit et qu'il y avait une capacité à lever de l'argent, et on l'a fait en combinaison avec le SPAC. La combinaison avec le SPAC, c'est aussi une conjonction avec un certain nombre de personnes dans le SPAC qui nous apportent de la valeur.
Donc il y avait un véritable intérêt de part et d'autre à pouvoir travailler ensemble et à se combiner. Après, aujourd'hui, le cours de bourse, il est ce qu'il est. Ça correspond aussi à une dégradation des valorisations sur les marchés, notamment pour les boîtes de tech par rapport à il y a 6 mois ou par rapport à il y a 1 an. Ça correspond aussi au fait que pour les small et mid cap, c'est pas les types de valeurs qui sont les plus en vue. Et puis la dernière chose, on a un track record qui est encore récent en bourse. On a une feuille de route stratégique qui est très claire. On a une feuille de route en termes de profitabilité et de génération de cash qui est d'arriver en 2024 à être free cash flow positif et en 2025 à être profitable. Et au fur et à mesure qu'on va démontrer qu'on est en chemin pour délivrer ça, que les marchés vont pouvoir l'apprécier et l'intégrer dans notre valorisation et dans notre cours de bourse. Et au fur et à mesure qu'on aura un peu plus de volume, ça aidera. Donc c'est assez normal dans les conditions d'introduction, dans le contexte d'introduction dans lequel on a été pour les marchés financiers, et compte tenu aussi de là où on en est, nous, dans notre chemin stratégique, que dans les premiers mois, évidemment, on puisse avoir ce type de situation. Mais voilà, à nous de montrer et de délivrer à travers nos différents résultats qu'on est capable de délivrer notre feuille stratégique. Merci beaucoup Stéphane Rougeot. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Deezer.